Bonjour à tous et à toutes. C'est un grand plaisir ce matin de parler ici donc des suites récurrentes et faire introduire le raisonnement par récurrence. La démonstration par récurrence est un raisonnement très puissant dont on aura besoin régulièrement dans nos études et dans nos calculs. Euh, donc je propose ici cette activité, le pas suivant défini en fonction du pas précédent, suite récurrente, avec le premier terme qui vaut 1 demi. Et le pas suivant et le pas précédent, c'est relié par la relation de récurrence, telle que un plus 1 soit égal à 3 sur 1 plus un. Question ouverte, comment mener une telle étude? Vous avez le temps, vous pouvez faire pause pour réfléchir. Donc ici, la proposition d'étude que je vous propose ici, ça sera euh, simplement de calculer quelques premiers termes. Hein. Donc pour calculer les premiers termes, je peux le faire à la main, tout comme, souvenez-vous, on venait dans mode, et on choisissait en fait mode suite. Donc on descendait là, on partait dans suite, et dans les suites, on pouvait poursuivre comment? Donc en renseignant le premier terme, ici le premier terme c'est U0, donc je mets n minimum, ou minimal, c'est 0, UN, donc ici ma calculatrice me donne UN, je renseignerai le pas suivant en fonction du pas précédent. Si ma calculatrice affiche UN plus 1, je mettrai UN. Si ça affiche UN, je mettrai UN moins 1, le pas précédent. U0 vaut 0,5, bah, je renseigne. Et avec joie, je peux aller dans table et observer ici que le premier terme c'est 0,5, le deuxième terme c'est 2, le troisième terme c'est 1, etc. Donc là, j'ai mes quelques premiers termes que j'ai essayé ici donc d'approcher via la calculatrice. Et après ça, donc faire l'équivalence, un plus 1 égale à une fonction de un et étudier cette fonction. Ce qui va demander ici de passer par le tableau de variation. Et cette étude me servira, c'est une matière ici disponible pour conjecturer et démontrer la conjecture par la récurrence, hein, donc le raisonnement par récurrence ou la démonstration par récurrence. Et on s'intéressera aux limites, à savoir euh, pour la limite, si un admet une limite finie, cette limite sera également valable pour un plus 1. Donc, j'aurai la limite L égale à f de L. Donc, partant de cela, je vais m'intéresser à ce que nous appelons le point fixe, à savoir L égale à f de L, ou f de x égale à x. Donc, l'intérêt ici de f de x égale à x, qui n'est rien d'autre que la première bisectrice, l'intersection entre la fonction étudiée et la première bisectrice, va prendre sens, d'où l'importance de se représenter la chose voulue ici par un graphe avant de poursuivre. Donc le calcul des premiers termes peut se faire via la calculatrice ou à la main, comme c'est décrit là. Donc je fais mes calculs, j'ai U0, U1, U2, voilà, je peux observer ce qui se passe un petit peu. Voilà, donc à partir de là, je peux faire une étude complète. Ceci dit, il faut faire un tableau de variation et pouvoir ici approcher la monotonie de ma fonction. Donc pour cela, essayons de voir ce qui se passe un petit peu ici. Donc f de x égale à 3 sur 1 plus x. Je peux représenter ou modéliser cette fonction et dire que c'est de la forme une constante multipliée par 1 sur u, avec u valant 1 plus x. De ce fait, la dérivée, ça sera k fois moins u prime sur u carré. Donc, u égale à 1 plus x, la dérivée c'est 1. Donc c'est 3, c'est donc 3, la constante, fois moins 1 sur 1 plus x carré. Les dénominateurs étant strictement positifs, les numérateurs aussi, avec le symbole, le signe moins devant, j'en conclus sur la négativité de cette expression. Donc, c'est négatif partout. Je n'oublie pas la valeur interdite ici, qui est moins 1. Et à partir de là, je peux affirmer la décroissance de cette fonction sur les deux sous-intervalles, moins l'infini, moins 1 et moins 1 plus l'infini. Ici, je vous propose de faire l'étude sur moins 1 plus l'infini, et ça vous permettra par la suite d'appliquer le même raisonnement
et obtenir ce dont vous avez besoin. Donc, l'importance de la représentation graphique ici, de ces deux fonctions, n'est pas simplement euh, pour faire beau ou pour faire joli, hein. C'est carrément pour pouvoir euh, sonder ici ce qui se passe réellement pour ma fonction. Donc là, je peux voir le point d'intersection. Donc, a priori, s'il y a une limite, cette limite-là sera ce point-là. Donc, c'est compris entre, sera bel et bien ce point-là, hein. Donc, je vois ici cette intersection. Et je peux carrément aller un petit peu plus loin à ce niveau-là. J'ai U0 qui vaut 0,5. Donc, je vais ici. Donc, j'ai U0. Je vais donc faire ma projection sur la première bisectrice et obtenir U1. De même, j'ai eu U1, donc je fais la projection sur la première bisectrice, j'obtiens U2. Je fais encore cette projection sur la première bisectrice, j'obtiens U3, etc. Donc là, je peux obtenir U4. Voilà, encore. J'obtiens U5, etc., etc. Donc voilà, je peux déjà observer ici, quand ma fonction est décroissante, j'observe ici le terme pair U0, U2 d'une part, U3, U1 d'autre part. Et je peux tracer ici la bisectrice de la limite. Donc ça ne pose aucun problème. Je peux tracer ici plutôt une droite ici qui passe par la limite et séparer les termes pairs et les termes impairs. On va y revenir ici et pouvoir en discuter. Donc pour cela, donc nous représentons la chose. Hein, après la représentation, donc proposons une conjecture. Qu'est-ce que j'observe ici? Je peux observer que dans tous les cas, que ce soit via ma calculatrice ou parce que j'observe ici, j'observe quoi? Que ma suite, en fait, a tendance à être encadrée, donc minorée par 1,5 et majorée par 2. Donc je peux tenter de démontrer cette propriété par récurrence, hein, pour tout n. Donc quand j'ai une propriété que je dois démontrer pour tout entier naturel n, ou pour à partir d'un certain rang n, je peux penser clairement à la démonstration par récurrence ou raisonnement par récurrence. Donc ce raisonnement par récurrence se fait en 3 étapes. Tout d'abord l'initialisation, puis viendra l'hérédité, c'est le cœur du sujet ici, et une conclusion, une belle conclusion. Donc en l'occurrence, pour montrer que la suite est comprise entre 1,5 et 2, donc je vois que U0 c'est 1,5, c'est bel et bien compris entre 1,5 et 2. Donc la proposition P0 est bel et bien vraie, vérifiée. Donc l'hypothèse de récurrence ici, donc on va fixer un entier naturel tel que n, un entier naturel n, tel qu'il soit différent de 0, et que la propriété Pn soit vraie. C'est-à-dire qu'on admet à ce rang-là, n fixé, que Un est bel et bien compris entre 1,5 et 2. Pour prouver le caractère héréditaire de notre proposition, il suffira de démontrer que si cela est vrai, donc si cela est vérifié au rang n, ça implique que ça sera vérifié au rang n plus 1, donc au rang suivant, donc ici, n plus 1. Donc, pour cela, nous menons donc notre raisonnement clairement en précisant ce que ça veut dire. Ça veut dire que si, ici, Un est compris entre 1,5 et 2, alors Un plus 1 sera aussi compris entre 1,5 et 2. Donc, démontrons cela. Initialisation. Donc, GPN, ma proposition. Donc, une proposition qui dépend de n. U0, pour initialiser ici, ça vaut 1,5 d'après l'énoncé. U0 est bel et bien compris entre 1,5 et 2. Donc, l'initialisation est faite. L'hérédité, l'hypothèse de récurrence ici, admise, est que 1,5, donc Un est compris entre 1,5 et 2. Et pas à pas, step by step, on va démontrer, on va construire l'inégalité Un plus 1 compris entre 1,5 et 2. En utilisant quoi? En utilisant à la fois ce qui a été proposé comme définition dans l'énoncé, voilà, cette définition-là, l'expression fonctionnelle, et utiliser également ici
l'inégalité admise par hypothèse de récurrence. Donc, on part de la définition. Un est compris entre 1 demi et 2. Donc, on va construire d'abord les dénominateurs. Donc, un 1 plus un ou un plus 1, ici. Donc, on l'a construit à ce niveau-là. Donc, j'ai 1, donc 1 demi plus 1, ça fait 3 demi, et 2 plus 1, ça fait 3. Ensuite, je vais composer par la fonction inverse, la composition ici. Donc, c'est prendre l'inverse de chaque quantité. N'oubliez pas, la décroissance, la stricte décroissance de la fonction inverse va ici changer les rapports d'inégalité. Hein. On aura donc 2 tiers supérieur ou égal à 1 sur 1 plus un supérieur ou égal à 1 tiers. Et je vais multiplier par 3 pour obtenir exactement cette expression, donc de part et d'autre. Donc, je vais multiplier chacune de mes quantités. Et enfin, j'ai donc un plus 1 ici, devant vos yeux ébahis, qui est compris entre 1 demi et 2. Alors, dans cette perspective, je peux vous proposer un petit bilan stratégique. C'est quoi? C'est simplement quand j'ai une proposition, je vérifie que la proposition est vérifiée est satisfaite au rang n égale 0. Je fais mon hypothèse de récurrence, c'est-à-dire que j'admets Pn, et je vais essayer de démontrer ici que si je fixe un rang n différent de 0, et que la proposition est satisfaite à ce rang-là, démontrons que si il y a satisfaction, cela va impliquer a priori que c'est satisfait pour le pas suivant. Et c'est là le caractère héréditaire qui va se conjuguer ici ad vitam aeternam pour ensuite affirmer de façon claire la récurrence ou la véracité de notre proposition. Donc le raisonnement par récurrence, si une propriété est vraie pour l'entier n0, et s'il est prouvé que lorsqu'elle est vraie pour n entier naturel p supérieur ou égal à n0, elle sera également vraie au rang p plus 1, alors elle est vraie pour tous les entiers naturels supérieurs ou égaux à n0. Donc c'était une proposition ici donc de rédaction. Et là, j'essaie de mettre en évidence l'initialisation, l'hérédité, la conclusion. Voilà, de façon ici donc claire, hein, donc mettre en perspective ici donc nos propositions. Exercice 1. Je vous propose ici, par exemple, de travailler un petit peu sur cette suite-là. Donc, essayer de démontrer ici par récurrence que la somme de k, pour k partant de 0 à n, cela vaut n plus 1 sur 2. Premièrement, pensez ici que la somme de k, donc c'est la somme de uk. Et uk, c'est quoi? Uk, c'est une suite arithmétique. Donc, ça ne doit pas vous étonner que j'ai le premier terme, donc 0, plus le dernier terme n, fois le nombre de termes n plus 1 sur 2. Et pour démontrer cela par récurrence, je vous propose ici une démonstration. Donc, l'initialisation est immédiate. Quant à l'hérédité, simplement admettre ici qu'à un rang n fixé, somme de k est égale à n, facteur de n plus 1 sur 2. Cette hypothèse est à réutiliser puisque quand on va vérifier, quand on va commencer, on va partir de somme de k partant de 0 à n plus 1. On part de là. Pourquoi? Parce que on pourra ici séquencer cette somme et mettre en évidence la partie qui concerne l'hypothèse de récurrence plus le rang justement qui implique le pas suivant. Donc u n plus 1 qui vaut n plus 1. Et on va y injecter. Donc on va injecter quoi? Les résultats ici donc admis par récurrence. Et en injectant ces résultats-là, donc que somme de k pour k partant de 0 à n, c'est n facteur de n plus 1 sur 2. Donc on a cette partie-là qui est injectée à ce niveau-là, et on va lui ajouter n plus 1. On va tout mettre au même dénominateur, c'est-à-dire 2, et mettre en facteur n plus 1, et trouver que ça sera n plus 2 ici. Donc c'est ce que je voulais ici démontrer, que ici donc que somme de k partant des 0 à n plus 1, c'est égal à ce terme-là. Et ainsi, donc, ma démonstration est faite. L'exercice 2,
donc à ce niveau-là, je vais simplement vous demander cette fois-ci de réfléchir sur la somme ici donc euh, de k carré et de démontrer que ça vaut n facteur de n plus 1, 2n plus 1 sur 6. Donc c'est l'hérédité qui va importer ici. Donc pareil, euh, je veux ici donc admettre par hypothèse de récurrence au rang n et démontrer que si c'est vrai au rang n, ça va impliquer que c'est aussi vrai au rang n plus 1. Donc, par hypothèse de récurrence, j'ai ça. Qu'est-ce que je vais démontrer? Je vais démontrer que la somme de k carré, partant de k égale à 0 à n plus 1, c'est égal à n plus 1, donc n devient n plus 1. n plus 1 devient n plus 1 plus 1, donc n plus 2. Et ici, 2, facteur de n plus 1, plus 1. Donc ça fait 2n par distributivité, plus 3 sur 6. On part de quoi? C'est toujours la question qui se pose. C'est qu'on va partir de la somme de k partant de 0 à n plus 1. Pourquoi? Parce qu'on va séquencer, saucissonner ici, de 0 à n, et ensuite, il y aura rajouté le n plus 1e u de n plus 1, donc k plus 1, ici donc n plus 1 au carré. On va y injecter le résultat admis par hypothèse, et donc injecter cette partie-là de l'hypothèse. Également, on va appliquer exactement le même raisonnement, à savoir mettre au même dénominateur, ici multiplié par 6 au numérateur et au dénominateur, et après mettre en facteur n plus 1, et ensuite ici j'ai n, 2n plus 1, plus 6n plus 1, et ayant cela, je vais arriver à ces résultats-là. Il me reste simplement ici de démontrer que cette quantité-là vaut bel et bien cette quantité-là. Donc, je peux développer ça et tomber sur ça, ou je peux appliquer d'autres méthodes, hein, comme bon vous semble. Il y en a qui proposent d'étudier ça comme un polynôme de degré 2 et arriver également à cette factorisation-là. Donc, vous êtes libre. Hein. Il y en a qui veulent passer par la forme canonique. Comme bon vous semble, vous êtes totalement libre ici. Et donc, mettons ici donc en perspective, en exergue, notre belle rédaction comme suit, donc l'initialisation, l'hérédité et la conclusion ici. Je rappelle que pour les suites géométriques, on a montré que quand Q était strictement supérieur à 1, la limite tendait vers l'infini. On avait utilisé ici l'inégalité de Bernoulli et on a affirmé qu'on pouvait démontrer cela par récurrence. C'est dans cette perspective que j'y reviens. Donc, démontrons par récurrence que pour toute entier naturelle alpha strictement supérieur à 0, 1 plus alpha supérieur à 1 plus alpha exposant n, ou puissance n, va être supérieur ou égal à 1 plus n multiplié par alpha. Faites pause, prenez votre temps, je vous en prie. Pour initialiser ici, c'est immédiat. Donc, je 1 plus alpha puissance 0, ça vaut 1. Et 1 plus 0 fois alpha, ça vaut également 1. Donc, l'initialisation est vraie, la proposition est satisfaite ici au rang 0. L'hérédité, toujours pas à pas. On sait qu'ici, on manipule alpha strictement positif. On veut construire l'inégalité de Bernoulli. Donc, pour cela, on veut démontrer que si on admet ça à un rang n fixé, cela va impliquer la véracité d'une façon héréditaire, c'est-à-dire au rang suivant. Donc, qu'est-ce qu'on veut réellement démontrer? On veut démontrer sur l'hérédité ici que 1 plus alpha puissance n plus 1, ça sera supérieur ou égal à 1 plus donc n plus 1 fois alpha. Donc, par distributivité 1 plus alpha plus n alpha. Soulignons que 1 plus alpha puissance n plus 1, c'est 1 plus alpha facteur de ou multiplié par 1 plus alpha puissance n. Dans cette perspective, on reprend ici notre hypothèse et on va construire cette fois-ci cette puissance n plus 1 en multipliant de part et d'autre par 1 plus alpha. Vient donc par distributivité 1 plus alpha puissance n plus 1 supérieur ou égal à 1 plus alpha plus n alpha plus donc 1 donc plus n alpha plus alpha fois ça, donc n alpha carré. Cette partie-là, c'est, n'est-ce pas, la partie que nous avions et que nous cherchons à démontrer ici.
Et on l'a avec ici donc un surplus de n alpha carré. Or, n entier naturel, alpha strictement positif. J'en conclus sur la positivité de cette partie-là. La stricte positivité, c'est strictement positif. Et donc, je peux donc affirmer cette inégalité et proposer, mettre en perspective ici donc la démonstration, toute la copie. Voilà, donc c'était vraiment un grand plaisir pour nous de vous proposer cette étude pas à pas. Donc ouverture ici, en termes d'ouverture, c'est d'abord ne pas oublier avant d'aller ouvrir sur des choses un peu plus compliquées. Donc maintenir, avoir en tête le plan d'étude. Je calcule quelques termes. Voilà, donc je calcule quelques termes. Je peux me représenter cela. Donc je vais dans le graphe. Je peux observer ce qui se passe ici. Voilà. Comment évolue ma suite. Donc après cette observation, qu'est-ce qui se passe? Je vois là que ça va tendre vers une certaine limite à partir d'un certain rang. Après cette observation, qu'est-ce que je fais? Ou qu'est-ce que je peux faire? Émettre une conjecture. Ici, par rapport à l'étude de ma fonction. Donc j'ai étudié la monotonie de ma fonction, j'ai dressé un tableau de variation. Et à partir de là, observant cette limite, telle que nous l'avions aperçue à ce niveau-là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux conjecturer et aller sur des théorèmes vus en cours et dire que si une limite existe, ça sera une limite à la fois pour n plus 1 et pour un plus 1 et pour un. Donc L égale à f de L. C'est ça qu'on appelle le point fixe. On va résoudre cette équation et essayer d'approcher. Dans la représentation graphique, je n'oublierai pas de mettre en évidence ici la première bisectrice. Voilà, la première bisectrice et la fonction ici. Et projeter et trouver mes termes. Donc U0. Voilà, en projetant ici j'ai U1. Voilà, en projetant là j'ai U2. Voilà, en projetant là j'ai U3. Voilà, etc. jusqu'à ce que réussite s'en suive. Et ayant fait cette préparation, ce schéma de préparation, j'aurai déjà ce qu'il faut pour avancer un certain nombre d'idées ici ou d'hypothèses. Bien retenir que l'étude des suites définie par un plus 1 égale à f de un, donc en fonction de un, des suites récurrentes, se fait surtout par la monotonie de la fonction. Donc en cas de croissance ici de la fonction, un sera monotone. Mais attention, ce n'est pas nécessairement la suite ne sera nécessairement pas croissante. Cela dépend si le premier terme est compris entre U0 et U0 et L. Donc je vais vous montrer un exemple ici. Ma fonction est bel et bien croissante. Si je prends un I0 là, par exemple 0,2, c'est bien compris entre le point fixe, entre 0 et le point fixe. Voilà. Donc, qui vaut 1 ici, le point fixe, l'a priori limite. Si c'est le cas, qu'est-ce qui se passe? Je vais appliquer le même raisonnement en projetant ici. J'obtiens ici mes termes. Voilà. Et là, dans ce cadre-là, et dans ce cas-là, je peux admettre ou affirmer ici donc la croissance. Ici donc, je peux affirmer la convergence de ma suite à ce niveau-là. Puisque ma suite pas à pas, donc U0, U1, U2, etc. Et je converge vers ce point-là. Donc par ailleurs, si ma fonction n'est pas croissante, donc soyons plus clair, si ma fonction est décroissante ici, qu'est-ce qui se passe? Je peux extraire de part et d'autre deux suites, donc U des termes pairs et I des termes impairs, de variations opposées. Voilà. Donc c'est le cas sur ce que nous venons d'étudier ici. Donc c'était ça, où j'observais mes termes pairs d'une part, mes termes impairs de l'autre. Voilà. La croissance d'une part pour les termes pairs et la décroissance de l'autre pour les termes impairs. Donc je descends, je monte, voilà. Ça donne l'idée ici donc de la convergence vers le point fixe, certes. Ici, en choisissant judicieusement U0 ici compris entre le point fixe
qui est là et 0. Voilà, j'espère que vous avez compris l'étude, ça peut se démontrer, et simplement et gentiment, mais il faut quand même utiliser ici donc des résultats tels que la composition des fonctions que la majorité ne maîtrise pas. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc à très bientôt.